Alors, bonjour tout le monde. On va juste attendre un petit 2 minutes pour laisser le temps aux gens d'arriver. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Dominique Tremblay. Je suis directrice des affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Bienvenue à notre série de webinaires présentant collaboration avec la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Il y a 2 semaines, on vous a présenté un premier webinaire portant sur le maintien à faire en matière d'équité salariale qui arrive pour vous probablement cette année ou en 2026. Et on vous a parlé à cette occasion-là du nouvel outil de la CNESST là, qui remplace le logiciel et nous voulions vous aider à vous en servir. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous offrir ce webinaire intitulé L'utilisation de la solution en ligne Mon équité salariale pour réaliser l'évaluation du maintien qui sera animée par Mme Laurie Lalancette, conseillère en équité salariale à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Le webinaire sera enregistré et déposé sous peu sur notre chaîne YouTube, soit le ARQ Resto. Nous vous enverrons aussi le lien par courriel pour voir le webinaire. Vous aurez celui du PDF de la présentation également et vous pourrez donc revoir le tout. Vous aurez aussi un sondage d'appréciation que nous vous demandons de remplir, s'il vous plaît, pour nous permettre de nous améliorer pour les prochaines présentations. Il y a aussi la possibilité pendant le webinaire de poser des questions. Vous allez sur la petite bulle en haut Q et R, donc questions-réponses avec la petite bulle avec un point d'interrogation. Vous pouvez poser vos questions à cet endroit-là. Et à la fin du webinaire aussi, il y aura une période de questions au besoin si vous avez des questions plus particulières. Il se peut que certaines soient trop particulières pour y répondre en direct, mais vous pourrez avoir du soutien après là, auprès de la CNSST. Donc, il y a une modératrice qui est en place pour répondre à vos questions-réponses. Donc, Madame Lalancette, la parole est à vous. Bon webinaire. Merci. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous me direz si vous voyez bien mon écran. J'ai bon espoir que oui. Donc, la présentation d'aujourd'hui va durer à peu près 1 heure et va être suivie d'une période de questions, mais ça se peut que la modération, comme elle a dit, réponde au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, c'est un webinaire plus pratico-pratique. On n'ira pas nécessairement à fond dans la théorie sur l'évaluation du maintien de l'équité salariale. On va apprendre à utiliser un outil, une solution en ligne créée par la CNESST qui est disponible et créée pour aider les petites et moyennes entreprises à réaliser leurs travaux d'équité salariale. Et plus spécifiquement, on va regarder la solution en ligne sous l'angle de l'évaluation du maintien, comme c'est l'obligation qui est la plus fréquente, celle qui revient à tous les 5 ans et qu'on a une immense cohorte d'employeurs, pas juste en restauration, mais qui va devoir faire, comme le dit
excusez-moi, Dominique, comme le dit, qui vont devoir faire une évaluation du maintien cette année ou passer les fêtes. Donc, on va regarder tout ça. On va apprendre à se familiariser avec la solution Mon équité salariale. Donc, si vous pensez avoir besoin d'un peu plus de théorie, si vous n'êtes pas familier avec l'évaluation du maintien, l'équité salariale, j'ai 2 formations à vous recommander. On a la formation le webinaire que vous pouvez faire. On offre les bases de la loi ou même une formation en ligne, Objectif équité salariale que vous pouvez faire via la TELUC, qui sont sans frais. Et également, vous pouvez faire le webinaire sur l'évaluation du maintien qu'on a donné, que mon collègue François a donné il y a une ou 2 semaines, je pense. Également, si vous êtes en retard sur des travaux d'équité salariale, on ne fera pas la formation d'aujourd'hui avec l'angle d'une entreprise en retard, mais il y a des petites particularités. Ce serait peut-être bon de nous appeler dans ce cas-là pour savoir qu'est-ce qui arrive, c'est quoi vos modalités spécifiques. Comment est-ce qu'on se connecte à Mon équité salariale, la nouvelle solution en ligne? On va regarder ça. Premièrement, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNESST. On va vous expliquer comment faire, comment vous connecter. On y a accès, un peu comme d'autres services gouvernementaux, avec ClickSecure Entreprise. Donc, il faut s'inscrire à ClickSecure Entreprise lorsqu'on a un numéro d'entreprise Québec. On nous donne automatiquement l'accès vers ClickSecure Express. Mais pour ClickSecure Entreprise, il faut s'inscrire. Et une fois qu'on a notre compte ClickSecure Entreprise, ça se peut que plusieurs d'entre vous l'aient déjà, on doit à nouveau s'inscrire au service Mon équité salariale. Donc, vous voyez, c'est le service de la CNESST, Mon équité salariale. C'est un peu différent des autres, là. Peut-être que vous êtes déjà inscrit à celui de la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale. Sinon, je vous invite à le faire. Donc, une fois qu'on a ça, on peut accéder à la solution. Donc, c'est une solution qui est accessible uniquement pour l'instant via ClickSecure Entreprise. Donc, qu'on soit un employeur ou des fois une personne consultante, il faut y aller via ClickSecure. On peut toutefois, on va le montrer à la fin, envoyer des copies des travaux, une autorisation d'accès, de consultation via une clé. Donc, on va reparler vers la fin, là. Donc, lorsqu'on accepte les conditions d'utilisation, on arrive sur cette page, c'est l'écran d'accueil de Mon équité salariale. Je vous invite, si vous en éprouvez le besoin, à consulter les questions et les exemples, tous les documents d'aide auparavant. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui utilisaient le progiciel. Il y avait tout un exemple qui était imbriqué dans la solution. Et dans le progiciel aussi, à chaque étape qu'on faisait, on voyait des longues listes, des longues pages d'explications en PDF qui nous disaient à quoi servait l'étape aux yeux de la loi. Ici, dans Mon équité salariale, on n'a plus ça. Il n'y a plus autant de guides. Il faut vraiment aller le chercher. Il faut aller se référer aussi aux pages du site Web. C'est pour ça que je vous disais que c'est important de bien connaître c'est quoi une évaluation du maintien, c'est quoi les règles, c'est quoi que la loi nous dit, parce que ce n'est pas la solution en ligne qui va nous le dire, là. C'est vraiment une solution de réalisation et non d'apprentissage. Donc, les différentes interfaces, on va y aller rapidement. Donc, on a un bandeau bleu dans le haut. Il va contenir de l'information sur l'utilisation de la solution, un petit peu de contenu explicatif, une petite fonction recherche. Ça, c'est lorsqu'on a énormément de travaux d'équité salariale. On a ensuite différents boutons. Donc, des boutons qu'on va utiliser pour soit importer nos fichiers CES. Ça, c'est des fichiers qui viennent de l'ancienne solution du logiciel, le Progiciel. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont utilisé. On peut importer des travaux. Et les 2 autres boutons très importants, ça va être pour créer des travaux. Donc, créer une évaluation du maintien, créer un exercice initial. Ensuite, lorsqu'on veut entrer dans les travaux, les modifier, les avancer, les réaliser, on va utiliser le petit crayon. Si on veut partager nos travaux, les supprimer, on va utiliser Gestion des travaux. Et l'aide, c'est le service à la clientèle de la CNESST. On a des bons délais d'attente
pour ce qui est de l'équité salariale, l'option 4, n'hésitez jamais si vous êtes bloqué. On est là pour ça dans les 5 jours par semaine, là, du lundi au vendredi. N'hésitez pas de nous appeler. Également, si vous voulez partager la solution, vous cliquez sur Gestion des travaux et vous voyez, vous pouvez imprimer des rapports, vous pouvez supprimer les travaux. Cependant, attention, vous ne pourrez pas toujours les supprimer parce que la loi, ce qu'elle demande, c'est de conserver les travaux qui sont réalisés pour une durée de 6 ans. Fait qu'une fois que des travaux sont affichés, donc on a passé l'étape de l'affichage dans la solution Mon équité salariale, on ne peut pas les supprimer pour une période de 6 ans. Donc, ça va aider à respecter la loi, mais sachez toutefois que on n'a pas, nous, à la CNESST, automatiquement accès à vos dossiers. Ça se pourrait que si vous êtes sous enquête, ben, on vous demande de nous faire parvenir vos travaux, mais on n'y aura pas accès automatiquement. Parlons de l'évaluation du maintien de l'équité salariale, des petits rappels. Donc, si c'est nouveau pour vous, vraiment, allez voir le webinaire qu'on donne sur notre site Internet là, en lien avec le TELUC. On a des enregistrements également. Mais qu'est-ce que c'est l'évaluation du maintien? C'est de s'assurer que dans une même entreprise, des catégories d'emplois à prédominance féminine reçoivent toujours une rémunération égale à des catégories d'emplois à prédominance masculine de valeur équivalente. Donc, il y a beaucoup de détails ici, mais en équité salariale, on va ranger nos emplois en catégories d'emplois. On va déterminer leur prédominance sexuelle et on va les évaluer, leur donner une cote d'évaluation, un pointage pour venir les comparer. Donc, on va venir vérifier si les catégories à prédominance féminine, pour un même pointage, reçoivent un salaire égal à celui des catégories à prédominance masculine. Et comme l'évaluation du maintien, c'est une obligation qui est périodique, mais aussi rétroactive, on va venir regarder une période de 5 ans et on va venir se poser la question, est-ce qu'il y a des événements qui auraient pu affecter l'équité salariale sur ces 5 années-là? Donc, affecter l'équité salariale, c'est affecter les catégories d'emploi, c'est affecter la cote d'évaluation, donc tout ce qui a trait aux prérequis pour un poste, aux tâches, ou affecter également la rémunération. Est-ce qu'il y a eu des augmentations du salaire maximum dans la catégorie d'emploi? Donc, c'est ces événements-là qu'on va regarder. Et si jamais ces événements-là viennent affecter un écart salarial, donc viennent en créer un, viennent en réduire un, bien, on va devoir en prendre connaissance et corriger cet écart salarial-là à partir du moment où il a été créé. Pour faire une évaluation du maintien avec mon équité salariale, il y a 3 façons. La première, c'est à partir d'un fichier du progiciel qu'on a importé et qu'on va venir continuer ou du moins s'inspirer dans nos travaux d'équité salariale avec la solution Mon équité. La deuxième façon, c'est à partir de travaux qu'on aurait réalisés au sein même de la solution. Et l'autre façon, c'est à partir de rien du tout. On n'a pas besoin d'avoir de fichier du progiciel pour bien commencer nos travaux. On peut partir de rien du tout également. Pour importer des travaux du progiciel, c'est important de savoir qu'on peut seulement les importer et ensuite les lire. Quand on les importe et on ouvre le dossier, ça va être en lecture seule. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer une évaluation du maintien et choisir à partir des travaux importés. Donc, lorsqu'on ouvre les travaux qu'on a importés, on ne peut pas les continuer directement. Il va falloir créer une nouvelle évaluation du maintien. Comment est-ce qu'on fait ça? On clique à l'accueil sur « Créer une évaluation du maintien » et là, on va avoir différents choix. On va avoir « Saisie manuelle ». Là, ça, c'est quand on commence de rien du tout. On a basé sur des travaux antérieurs dans la solution Mon équité salariale ou à partir du progiciel. Et là, on va pouvoir aller sélectionner le dossier qu'on a importé. On peut également, si jamais, suite à une enquête, par exemple, on nous demande de corriger nos travaux, on peut régénérer un affichage ou un nouvel affichage. Donc, voici la liste des étapes à réaliser pour
compléter une évaluation du maintien. Et dans mon équité salariale, il faut surveiller les crochets verts parce que si on a encore des crochets jaunes, on ne peut pas compléter les étapes subséquentes. Donc, souvent, on va avoir des étapes qui vont nous demander juste de consulter des choses. On va falloir aller consulter pour avoir notre crochet vert pour aller à l'étape suivante. Donc, une fois que toutes nos étapes vont avoir un crochet vert, ça veut dire qu'on va avoir terminé notre évaluation du maintien. Donc, première étape, si on a importé des travaux du logiciel, ça se peut que lorsqu'on crée notre évaluation du maintien, il y ait certains renseignements qui soient déjà présents. Donc, on entre les renseignements sur notre entreprise. La taille de l'entreprise, on se rappelle, ce n'est pas la taille actuelle de l'entreprise, c'est la taille qu'on avait quand on a été assujetti. Il y a 3 choix, c'est 10 à 49, 50 à 99 ou 100 et plus. Donc, c'est vraiment la taille de l'année où on est devenu assujetti. Et d'après vous, quelle est la taille que la plupart des entreprises ont au Québec? Est-ce qu'on est des 10 à 49, des 50 à 99 ou des 100 et plus? Vous pouvez me le dire dans le clavardage si vous voulez. Donc, la plupart des entreprises c'est Réal qui avait raison, sont des 10 à 49. Pourquoi? Parce qu'on est au royaume de la petite et moyenne entreprise, des PME. Donc, au Québec, la grande majorité des entreprises sont des 10 à 49. Donc, à part ça, on va inscrire le mode de réalisation des travaux. Donc, est-ce qu'on réalise le maintien en comité d'équité salariale? Est-ce qu'on réalise le maintien sans comité d'équité salariale? Ça s'appelle seul, bien que même si vous le faites sans comité, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Vous pouvez vous faire accompagner. Donc, information à émettre. Également, très important, les dates, parce qu'on a dit qu'on regarde une période de 5 ans. C'est les 5 ans qui précèdent la date anniversaire. Donc, on va vous demander de mettre la date anniversaire de votre entreprise ainsi que le début et la fin de la période d'évaluation. Normalement, vous avez reçu une lettre de la CNESST ou un courriel, tout dépendamment de vos préférences indiquées, et il y a cette date anniversaire-là dessus. Sinon, aussi, vous n'êtes pas sûr de la date qu'on va vous envoyer parce que la date est générée en fonction de ce que vous avez déclaré dans la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale, la DEMES, formulaire en ligne. Appelez-nous, on va valider votre date avec vous puis vous dire quoi inscrire, quelle période regarder. Mais généralement, vous pouvez vous fier à la date sur votre lettre. Et c'est pas mal ça pour les informations à entrer. Étape assez facile. Donc, là, on rentre dans le gros de l'équité salariale. Si jamais vous n'avez pas suivi, si jamais vous manque quelques notions, ça se peut qu'il y ait des choses que vous ne compreniez pas. Dans ce cas-là, je vous invite à l'indiquer dans la zone QR, puis je vais pouvoir revenir sur des notions de contenu, de théorie, plus vers la fin de la présentation. Ça va me faire plaisir. Donc, on va choisir notre plan d'évaluation des emplois au début de notre démarche d'évaluation du maintien. Vous avez 2 choix. Vous pouvez prendre l'outil d'évaluation des emplois qui est proposé par la CNESST. Il est inclus dans la solution. Donc, c'est une méthode d'évaluation des catégories d'emploi qui est un peu disponible pour tout le monde, qui a été créée pour les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est une méthode par points et facteurs et compte 10 sous-facteurs à évaluer. Et il y a des niveaux que vous allez pouvoir sélectionner pour chacune de vos catégories d'emploi. Vous allez sélectionner le niveau qui correspond à ce qui est exigé en termes, par exemple, d'expérience, de responsabilité, etc. Aussi, si vous avez votre propre méthode d'évaluation, vous pouvez utiliser cette méthode-là et simplement aller inscrire les codes d'évaluation auxquels vous êtes arrivé dans mon équité salariale. Mais ça ne sera pas quelque chose qui va être soutenu par la solution. Tout ce que vous faites, c'est rentrer vos cotes. Et c'est tout. Ensuite, si vous choisissez la méthode de la CNESST qu'on vous propose, vous allez devoir pondérer vos pointages, vos choix de niveau d'évaluation. Parce que d'une entreprise à l'autre, chaque sous-facteur n'a pas la même valeur, on n'a pas la même mission, la même vision.
Par exemple, il y a certaines entreprises qui vont beaucoup valoriser la formation. Pour d'autres, ça va être l'expérience qu'on acquiert qui va être plus importante. Donc, ça va se ressentir dans le poids qu'on va donner dans la pondération. Donc, on donne souvent l'exemple d'une entreprise de déménagement qui va valoriser beaucoup plus l'effort que les diplômes ou d'une entreprise de recherche pharmaceutique pour qui l'instruction, la formation préalable, c'est très important. Donc, ça dépend vraiment de la mission de votre entreprise, la pondération que vous allez aller mettre. Donc, on fait ça au début. Une fois que c'est fait, on arrive à la grosse étape, la plus crunchy de l'évaluation du maintien. On va s'occuper des événements. Avant de se lancer dans cette étape-là, c'est important d'avoir fait des recherches au préalable, d'avoir recensé tous les événements qui sont survenus dans votre entreprise depuis les 5 dernières années, qui précèdent votre date anniversaire, bien sûr, et qui auraient pu affecter l'équité salariale. Donc, on a un registre de suivi des événements que vous pouvez utiliser pour faire cette recension-là, mais c'est toujours bon d'avoir regardé c'est quoi les augmentations de salaire qui ont eu lieu. Tu sais, si vous êtes une entreprise en restauration où beaucoup sont payés au salaire minimum, bien, déjà, vous avez 5 événements le 1er mai. Donc, il y a des entreprises que c'est seulement ça, les événements qu'ils ont. D'autres, il y a des créations de postes, des disparitions de postes, des catégories d'emplois qui peuvent être des événements aussi. Est-ce que vous avez eu, je ne sais pas moi, une convention de partage des pourboires? Ça a pu affecter l'équité salariale également. Donc, l'étape liste des événements dans la solution, elle vous permet de faire 2 choses. Lister les événements survenus dans l'entreprise et ensuite les ouvrir pour créer et modifier le portrait de votre entreprise pour refléter l'impact qu'a eu l'événement. C'est préférable de lister tous les événements et ensuite de les ouvrir un à un en ordre chronologique pour aller y inscrire les impacts. Le premier événement, c'est le portrait de votre entreprise. Donc, on va y retrouver les catégories d'emploi en entier, les évaluations, etc. Et les événements subséquents, c'est là où vous allez un peu modifier ce portrait-là pour faire le suivi des événements. Donc, si l'événement, c'est une augmentation de salaire, bien, les salaires vont être augmentés pour refléter la réalité de cette date-là. Donc, premier événement, il y a des questions que vous devriez vous poser. Ça, c'est un petit peu différent si vous partez de rien, vous faites une saisie manuelle ou si vous avez importé des travaux. Si vous avez importé des travaux du logiciel, on va vous demander de valider un événement qui va déjà être là dans la solution. Ça va s'appeler l'événement jour 0. Donc, ce que vous devez faire, c'est surtout consultatif, c'est aller voir si des ajustements salariaux que vous auriez versés lors de la dernière évaluation du maintien sont présents. S'ils ne sont pas présents, vous les ajoutez. Donc, juste vous assurer que les salaires versés à ce jour 0-là, qui est comme dans la première partie, la première journée de votre période de 5 ans, bien, ça reflète vraiment les salaires qui ont été versés en date des derniers travaux d'équité salariale qui auraient dû être faits dans l'entreprise. Également, si vous changez de plan d'évaluation des emplois, l'employeur n'est jamais tenu de faire les mêmes choix qu'il avait fait que ceux qu'il avait fait lors des derniers travaux. Donc, ça se peut que lors des derniers travaux, vous aviez utilisé la méthode proposée par la CNESST et que pour ces travaux-ci, bien, vous souhaitez utiliser une autre méthode. Il n'y a pas de problème. Simplement, vous deviez recréer un événement au tout début. Et si vous avez un jour 0, vous le faites dans celui-là et vous choisissez, vous faites l'évaluation à ce jour-là, au tout début de la période. Si jamais vous faites une saisie manuelle, vous n'aurez pas de jour 0. Mais si vous changez quelque chose ou vous avez perdu vos dossiers ou vous ne savez pas trop comment vous avez fait l'évaluation des emplois pour les derniers travaux, faites un jour 0, faites un jour 1 plutôt, évaluez les travaux, les catégories d'emploi à cette journée-là, au tout début de la période. Donc, ici, on a un exemple pour une entreprise qui fait une saisie manuelle. Donc, elle va créer au premier jour, le jour 1, un premier événement. Sa période, c'est du 31 décembre 2024 jusqu'au 31 décembre 2029. Elle fait un premier événement nommé jour 1 et la date du 1er janvier 2025.
Dans cet événement, vu qu'elle part de zéro, elle va créer tout son portrait de l'entreprise. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait un exercice initial. Bien, un premier événement, c'est quasiment comme un exercice initial parce qu'on va créer toutes les catégories d'emploi. On va inscrire le salaire maximum, on va évaluer nos catégories d'emploi et on va saisir la rémunération globale. Donc, on crée un portrait et dans cet événement-là, devrait se situer toute l'information sur l'entreprise. Donc, si vous avez utilisé le registre de suivi des événements, pour saisir tous vos événements, vous pouvez importer le fichier et faire une saisie manuelle. Donc, voici de quoi ça a l'air. Vous importez et vous assurez que tous les attributs des fichiers, ben s'il y a des erreurs de champ, donc vous pouvez les corriger. Là. Donc, vous allez pouvoir sélectionner quel champ euh, est utilisé. Donc, par champ, j'entends date de début de l'événement, nature de l'événement, les commentaires, etc. là. Ah, c'est ça que je voulais. Voyons, on a une petite démonstration. Et vous allez voir, il y a d'autres endroits dans la solution où on peut importer des fichiers Excel. Si vous auriez pu faire ça sur votre propre fichier Excel, juste vous assurer que les champs correspondent. Et voilà. Donc, une fois qu'on a importé nos événements, ils sont listés, il ne reste plus qu'à les traiter. On peut également faire une saisie manuelle des événements, faire ajouter, écrire le nom de l'événement, écrire la date. C'est parfait aussi comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a 3 statuts possibles. Donc, ici, là, j'ai 3 événements. Normalement, il y en a plus que ça pour une entreprise. Donc, au moins 5 si vous augmentez les salaires à chaque année. Généralement, là, c'est l'événement qu'on voit le plus souvent. Mais là, pour les fins de la démonstration, on n'en a mis seulement que 3. Les événements peuvent être complétés. Ça, c'est lorsqu'on les a ouverts avec le petit crayon et qu'on a passé toutes les étapes. Ils ont un crochet vert, sont complétés et ensuite, on peut passer au suivant. Lorsqu'un événement a été ouvert, mais les étapes ne sont pas complétées, le statut est en cours et lorsqu'on n'a toujours pas ouvert l'événement, il est à traiter. Donc, comme pour les lister, moi, je recommande fortement de lister tous vos événements avant de commencer à les traiter. Mais pour les traiter, on recommande aussi d'y aller du plus ancien au plus récent. On va faire un exemple ensemble. On va traiter le premier événement qui est une création de catégorie d'emploi. Ici, on a créé une réceptionniste et on va venir l'ajouter dans un portrait qui est déjà existant. Donc, supposons qu'on a une entreprise et que là, en date, on le voit ici, là, en date du 1er mars 2025, notre événement s'intitule Création de la catégorie d'emploi réceptionniste. Donc, on arrive à la première étape des travaux, c'est emploi. Et ce qu'on peut faire, c'est l'ajouter ici. Donc, ce n'est pas obligatoire d'inscrire le nom personnel des titulaires dans la solution, des listés. On pourrait simplement ajouter la catégorie d'emploi puis dire saisie du nombre d'emplois plutôt que saisie détaillée du nombre d'emplois. Si vous avez beaucoup de roulement personnel, je vous recommanderais d'y aller avec saisie du nombre d'emplois. Pourquoi? Mais parce que le nom du titulaire et même son salaire, ce n'est pas quelque chose qui nous est utile tant que ça. En équité salariale, ce qui va nous intéresser, c'est la catégorie d'emploi, donc le salaire maximum de la catégorie. Fait que si jamais, ici on a Yvon, si Yvon est remplacé par Claude, ça n'aura pas nécessairement d'incidence sur l'équité salariale. C'est juste lorsque le salaire maximum de la catégorie d'emploi va augmenter que ça va avoir une incidence. Donc, libre à vous de choisir la méthode qui convient le mieux à votre réalité. On peut aller directement à catégorie d'emploi. Donc, lorsqu'on fait emploi, on a ça. On peut entrer le nom de la réceptionniste. Ça, c'est quand on fait une saisie détaillée. On peut aussi, à cette étape-là, importer
un fichier Excel. Donc, je ne sais pas si vous avez des logiciels de traitement de paie. Ça pourrait être un de ces fichiers Excel-là qu'on irait importer. Et encore une fois, c'est juste de s'assurer une bonne correspondance des champs, donc titulaire, emploi, salaire. Donc ça peut être une bonne façon d'importer ces emplois-là. Également, si vous faites un événement qui date de v'là 4 ans, essayez de prendre un fichier qui date de la journée de l'événement aussi. Comme ça, vous allez avoir les informations qui à jour au moment de l'événement. Donc, voici comment on crée les catégories d'emploi. On doit regrouper les emplois en catégories. C'est des emplois qu'on a préalablement entrés. Donc, c'est à cette étape qu'on doit indiquer le nom de la catégorie d'emploi. Il va y avoir des suggestions, mais on peut l'appeler comme on veut. Et on recommande de faire une petite justification pour savoir pourquoi est-ce qu'on a fait le choix. Il faut s'assurer, lorsqu'on regroupe des emplois en catégories d'emplois qui rencontrent les 3 critères qui sont obligatoires par la loi, donc qui demandent des fonctions et des responsabilités semblables, des qualifications semblables et qui donnent accès à une même rémunération. On parle ici d'un même taux, d'une même échelle salariale ou d'une même logique de progression dans l'entreprise. Donc, on voit ici, on va nous poser des petites questions sur ces emplois-là, donc pour savoir s'ils rencontrent les 3 critères. C'est possible d'avoir des catégories d'emploi avec une seule personne titulaire aussi. Si on n'est pas sûr s'ils rencontrent les 3 critères, on en crée une par titulaire, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a nos catégories d'emploi, c'est le moment de déterminer la prédominance sexuelle. Donc, est-ce que c'est une catégorie d'emploi à prédominance féminine ou masculine, la catégorie d'emploi de réceptionniste? Ici, comme on parle de travaux qui ont déjà été réalisés, mais la plupart de nos catégories d'emploi existantes ont déjà une prédominance sexuelle. Et normalement, elle reste stable, cette prédominance-là. Donc, on n'a pas à réévaluer la prédominance pour toutes les catégories d'emploi, même si les titulaires, on peut se l'imaginer, ont un peu changé. Donc, si la prédominance a bien été déterminée, pas besoin de la réévaluer. Donc, pour ma réceptionniste, par exemple, on ne l'a pas encore déterminée. Donc, voici comment on fait. On s'en va chercher le petit crayon et on va examiner les 4 critères d'analyse pour déterminer la prédominance. Donc, ça se peut qu'ils ne pointent pas tous dans la même direction. Ici, on voit que le stéréotype pour la catégorie est féminin. Le pourcentage d'effectifs, c'est-à-dire si 60% des personnes salariées sont d'un même sexe dans la catégorie d'emploi, est féminin aussi. L'historique, elle vient juste d'être créée, cette catégorie-là, emploi-là, donc il n'était peut-être pas parlant, et on prend la décision féminine. Donc, c'est jamais une addition des 4 critères, c'est vraiment regarder lequel est le plus parlant en fonction des données qui sont disponibles, et là, on prend une décision. Ensuite, notre catégorie d'emploi de réceptionniste, il va falloir l'évaluer. Ça, je ne sais pas si c'est clair, mais si on fait une saisie manuelle à partir de rien, on fait la même chose que je viens de montrer, mais pour toutes nos catégories d'emploi de l'entreprise, une à une. C'est sûr que c'est un petit peu plus long. Là, il faut évaluer la catégorie d'emploi de secrétaire, mais avec la même méthode qu'on a utilisée pour les autres. Donc, on recommande, lorsqu'on fait l'évaluation, de le faire par sous-facteur. Mais là, il nous reste une catégorie, donc on va le faire pour cette catégorie-là. Mais c'est bon d'aller regarder les niveaux qu'on a sélectionnés pour les autres catégories d'emploi pour être cohérent dans notre évaluation. Par exemple, ça ne marcherait pas d'avoir mis un 2 pour l'expérience requise pour une catégorie d'emploi qui demande le même nombre d'années d'expérience, puis d'aller mettre un 1 ou un 3 pour notre réceptionniste. Il faut être cohérent, évaluer un peu de la même façon pour toutes les catégories d'emploi. Donc, voici comment on fait. Donc, vous voyez, il n'y a pas de niveau sélectionné pour réceptionniste. On prend le petit crayon et on va aller sélectionner le niveau qui correspond à ce qui est requis par le poste de réceptionniste. C'est toujours ce qui est requis par le poste et non ce que la personne individuellement apporte, si elle est bonne ou moins bonne dans son travail. Donc, on évalue l'emploi et non la personne. Donc, ici, on peut mettre des justifications dans la solution aussi.
Et on fait ça pour l'ensemble des sous-facteurs. On a un superbe outil qui s'appelle l'évaluation des emplois pas à pas que vous pouvez consulter parce que l'évaluation des emplois, c'est le cœur de l'équité salariale. C'est l'étape la plus complexe qui demande de faire des choix, peser, sous-peser. Normalement, c'est bon d'avoir un moment juste pour faire l'évaluation des emplois puis pas faire toutes les étapes en même temps parce que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de jugement aussi. On recommande même de le faire à plusieurs, surtout avec des personnes qui connaissent bien l'emploi, qui connaissent bien les emplois, parce que ça prend une connaissance approfondie et égale pour chacune des catégories d'emploi pour être en mesure de bien évaluer. Donc, une fois que c'est fait, on a cet onglet-là qui est informatif. Ça montre quels niveaux ont été sélectionnés pour les différentes catégories d'emploi. Ici, on montre avec la pondération, c'est informatif aussi, quelles valeurs sont gagnées par les différents niveaux des différents sous-facteurs. Et on voit les valeurs finales des catégories d'emploi, donc les cotes d'évaluation. Ici, on voit camionneur a 477, la chef comptable 670. C'est juste un exemple, là. Parce que d'une entreprise à l'autre, par exemple, une réceptionniste, une secrétaire, ça peut faire des choses qui sont complètement différentes, ça va avoir un niveau de gestion qui est différent. Donc, ça dépend vraiment de ce que requiert l'entreprise et ce n'est pas une suggestion de cote aucunement. Donc, ensuite, on a une étape qui concerne vraiment une minorité de personnes. C'est l'étape sur l'écart dû à l'étalement. Donc, à moins que ce soit la première évaluation du maintien de l'entreprise et qu'à l'exercice initial, il y ait eu des écarts salariaux et que ces écarts salariaux-là, l'entreprise, elle fait le choix de les étaler. Vous n'avez pas besoin de consulter ou de vous rappeler de ce que j'ai dit par rapport à cette étape-là. C'est simplement que la loi permet à l'exercice, à l'employeur d'étaler les versements pour aller progressivement vers un salaire équitable au lieu de le verser d'un coup sec. Et si vous avez fait le choix d'étaler, vous ne serez pas pénalisé lors de la première évaluation du maintien parce que vous allez pouvoir inscrire les montants de l'écart et vous n'aurez pas d'écart qui sont dus au fait que vous avez étalé vos ajustements salariaux. Donc, ça concerne une minorité de personnes et c'est à cette étape-là qu'on le règle. Donc, vous avez simplement à répondre aux petites questions au début et probablement que vous ne serez pas concerné par cette étape-là. Donc, ensuite, une étape très intéressante, surtout pour le milieu de la restauration. Est-ce que la rémunération, c'est seulement que le salaire? Bien sûr que non. C'est ce qu'on appelle en équité salariale la rémunération globale. Donc, on compare les catégories d'emploi pas seulement en fonction de leur salaire, mais en fonction de tout ce qui compose leur rémunération, dont les commissions, les pourboires, les vacances payées, quoi d'autre, les assurances, etc. Donc, il y a une règle, par exemple, dont il faut se rappeler, c'est que lorsque c'est également accessible, on n'a pas besoin d'en calculer la valeur. Si vous avez une politique de vacances dans votre entreprise et que c'est la même politique de vacances pour tout le monde, ou que vous donnez ce qui est minimalement requis par les normes du travail, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de calculer la valeur de ces vacances-là parce qu'il n'y a pas de différence d'une catégorie d'emploi à l'autre. Sauf que si vous avez une personne salariée qui s'est négociée des vacances payées supplémentaires à ce que les autres ont accès, dans ce cas-là, il va falloir en calculer la valeur. Donc, c'est seulement lorsque ce n'est pas également accessible à toutes les catégories d'emploi qu'on doit en calculer la valeur. Même chose si vous avez une catégorie d'emploi, par exemple la gestion, qui ont accès à des assurances médicaments, mais pas les autres catégories d'emploi. Dans ce cas-là, il va falloir calculer la valeur, qu'est-ce que l'employeur contribue à cette assurance médicament-là. Donc, cette page-là, ici, vous permet d'aller entrer les valeurs de ces différents éléments de rémunération-là et ils sont tous ramenés en dollars de l'heure. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, parce que le pourboire, par exemple, peut varier d'une personne salariée à l'autre, peut varier d'une journée à l'autre, mais ce qu'on
recommande de mettre, c'est un pourboire moyen, de faire une moyenne sur une période représentative. Donc, vous pouvez prendre une année au complet et vous allez faire la moyenne en dollars des pourboires. Si vous avez beaucoup de différences, donc des personnes salariées qui n'ont aucune commune mesure, qui vont travailler seulement le matin et d'autres le soir, bien, vous pourriez créer même 2 catégories d'emploi, une le matin, une le soir, pour faire état de cette différence de pourboire-là. Donc, et si jamais il y a une convention de partage des pourboires et les personnes au service ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier du pourboire, bien, vous entrez le pourboire également pour les autres catégories d'emploi. Donc, si vous avez d'autres questions là-dessus, vous me les poserez, ça va me faire plaisir d'y répondre. On a une page web qui explique très bien comment calculer la valeur des différentes composantes de la rémunération globale. Sachez que notre outil permet aussi de les saisir en groupe. Donc, ici, on fait saisie détaillée et on va sélectionner pour la réceptionniste qui a accès, par exemple, à quoi qu'elle a accès, la réceptionniste? Je pense que c'est une commission, c'est ça? Elle n'a pas accès à grand-chose. Donc, si on veut faire un accès en groupe, on peut utiliser l'outil de calcul et mettre plusieurs catégories d'emploi. S'ils ont le même régime d'avantages sociaux, par exemple, ou ils ont accès aux mêmes éléments de rémunération globale, on les prend et on vient les calculer ensemble. On fait ajouter, on prend nos catégories d'emploi qui ont accès à ce régime-là et on vient entrer c'est quoi l'horaire de travail normal et calculer ces éléments-là. Également, à l'étape de la rémunération globale, il y a une option qui s'appelle écart autorisé. Ça, généralement, la plupart des entreprises n'ont pas besoin de l'utiliser. C'est que la loi permet de soustraire une partie de l'écart salarial dans certaines situations spécifiques. Donc, celle qu'on voit le plus souvent, c'est l'écart salarial causé par l'ancienneté. On le sait, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont une échelle salariale pour les salaires. Il y en a d'autres où c'est augmenté en fonction du titulaire ou par année. Mais des fois, on a des cas où la plupart des gens dans l'entreprise sont là depuis une certaine période, par exemple 5 ans, 6 ans, mais qu'il y a une personne qui est là depuis 40 ans et son salaire le reflète. Donc, l'écart entre les catégories d'emploi ne serait pas dû à un écart dû par la discrimination systémique comme le prévoit la loi sur l'équité salariale, mais vraiment dû au fait que la personne est là depuis 40 ans. Dans ce cas-là, on peut utiliser l'écart autorisé, mais appelez-nous, on va vous indiquer comment calculer la portion de l'écart qui est due à l'ancienneté. Et c'est bon de se documenter lorsqu'on fait une démarche comme ça. Après ça, on a une autre étape qui est consultative, mais intéressante quand même, parce qu'on va pouvoir voir si l'événement qu'on vient de saisir a créé ou modifié un écart salarial. Et ce qu'on a ici, c'est le portrait des 2 méthodes qu'on peut utiliser pour estimer les écarts salariaux. Donc, on voit qu'on a la méthode individuelle, donc on estime les écarts salariaux en comparant une féminine à une masculine. Et on a la méthode globale où on compare les féminines à la courbe salariale des catégories d'emploi masculines dans l'entreprise. Donc, on ne fait pas le choix tout de suite, contrairement au progiciel, de quelle méthode on va utiliser. Par contre, on peut consulter, voir cet événement-là avec telle méthode, est-ce qu'il a, oui ou non, créé ou modifié un écart. Donc, je rappelle, pour la méthode globale, il faut avoir minimum 2 catégories d'emploi à prédominance masculine et c'est quand même vraiment préférable d'en avoir plus que 2 parce que ça nous sert à tracer une courbe salariale des catégories d'emploi et qu'il faut que ça soit représentatif des façons de rémunérer de l'entreprise. C'est bon. Donc, on a complété notre premier événement qui était la création de la catégorie d'emploi réceptionniste. On a vu qu'il a créé un petit écart salarial aussi avec la méthode globale, si je ne me trompe pas. Et on va aller faire un autre événement. Donc là, on prend pour acquis que notre portrait est complété et la plupart des événements, c'est de ça que ça va avoir l'air. On va faire
une augmentation générale de salaire de 2 %. On n'aura pas besoin de repasser nécessairement par toutes les étapes. Voyons voir comment on fait ça. Donc, on se dirige, on ouvre l'événement avec le petit crayon et on se dirige tout de suite à l'étape catégorie d'emploi ici. Et on va pouvoir aller sélectionner les catégories d'emploi et inscrire l'augmentation de salaire du salaire horaire maximum. Et c'est tout ce qu'on va avoir besoin de changer ici. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On peut ouvrir un à un tous les salaires de toutes les catégories d'emploi, mais il y a une nouvelle façon de faire aussi. Il y a le bouton augmentation salariale en haut ici qu'on peut utiliser. Et là, vu que c'est une augmentation de salaire de 2 % pour tout le monde, on sélectionne toutes les catégories d'emploi qui y ont droit et on va aller inscrire le mode pourcentage et la valeur 2. Et là, automatiquement, toutes nos catégories qu'on va avoir sélectionnées vont être augmentées de 2 %. Donc, on vérifie quand même que les salaires correspondent à ce qui a été versé à l'époque et c'est tout. Donc, si vous aviez une augmentation du salaire minimum, votre événement serait créé le 1er mai de cette année-là et vous iriez inscrire pour toutes les catégories d'emploi qui gagnent le salaire minimum, le salaire mis à jour le 1er mai, tout simplement. Donc, et là, on peut se déplacer vers la dernière étape, l'estimation des écarts salariaux, et on voit que cette augmentation-là de 2 % a fait diminuer un peu l'écart pour la réceptionniste avec la méthode globale. Donc, une fois qu'on a complété tous nos événements, on passe à la prochaine étape de l'évaluation du maintien, qui est le choix d'une méthode d'estimation. Mais oups, qu'est-ce qui arrive si on oublie un événement, on a terminé, mais on a oublié d'en rentrer un? On peut le faire quand même. Par exemple, là, j'ai l'événement jour 0, on va l'appeler l'événement jour 0. J'ai l'événement 1, j'ai l'événement 2. Mais là, disons que j'ai un événement 1.5, l'ajout d'un bonus pour une catégorie d'emploi, tu sais, ma catégorie d'emploi de réceptionniste. Bien, qu'à cela ne tienne, je fais ajouter, j'ajoute mon événement qui a eu lieu entre l'événement 2 puis entre l'événement 1 et offre d'un boni pour la réceptionniste, je m'en vais saisir l'information. Je m'en vais dans le calcul de la rémunération globale. Je vais ouvrir le petit stylet ici pour ajouter son boni de 2 %. Boni, 2 %, parfait. Et là, je reviens à ma page de liste des événements et l'événement subséquent est à vérifier. Pourquoi? Bien, parce que la solution Mon équité salariale ne sait pas si ça se perpétue dans le temps, elle nous demande de le vérifier. Donc, on va aller ouvrir cet événement-là et on va aller voir si c'est modifié. Donc, on voit bonus, ça équivaut à 35 sous. Est-ce que c'est bon? Oui. On va faire ignorer les avertissements. Ça vient nous montrer ce qui a été modifié. Et suivant, on retourne à la page de la liste des événements. Donc, si jamais je ne m'étais pas trompée finalement, je veux supprimer un événement. Bien, la solution ne me laissera pas le supprimer, à moins que je supprime les modifications que j'avais faites dedans. Fait que je dois réouvrir l'événement, aller, vous voyez ce qui arrive si j'essaie de le supprimer, ça fait erreur. Donc, je dois l'ouvrir. Je peux utiliser le rapport des modifications si je ne me rappelle plus de ce que j'avais fait dedans. Et ça dit, vous voyez, une modification de la rémunération flexible pour la catégorie réceptionniste. Avant, c'était rien. Maintenant, c'est 34 sous. Bon, qu'à cela ne tienne, on s'en va le modifier. Et après ça, on va être en mesure de supprimer l'événement. Mais attention, quand même, pour l'événement subséquent que j'avais aussi modifié, mais là, je n'aurai pas nécessairement d'avertissement. Fait que je devrais aller le réouvrir pour le remodifier. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de le faire en ordre chronologique parce que ça peut être un peu difficile de faire le suivi de toutes ces modifications-là. Mais sachez que c'est possible, mais on vous conseille d'aller regarder que tout est correct, d'aller réouvrir les événements pour vraiment vous assurer qu'ils correspondent au portrait de la journée de l'événement. Mais c'est possible de faire des modifications.
Bon, on s'en va cette fois-ci au choix de la méthode d'estimation des écarts salariaux. Dans notre cas, on a décidé d'y aller avec la méthode globale. Donc, vraiment, là, vous pouvez voir dans le détail à cette étape-ci quel est l'écart qui est causé qui est calculé en fonction des différentes méthodes. Généralement, quand on a peu de comparateurs masculins ou on a juste un, on va y aller avec la méthode individuelle. D'autres fois avec la méthode globale. Et si à cette étape-là, vous voyez des écarts qui ont aucun bon sens, vous arrivez avec des écarts très élevés, mais appelez-nous. Peut-être que vous avez fait peut-être une erreur dans une des différentes étapes. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Donc, vous pouvez visualiser le détail et choisir soit la méthode globale ou la méthode individuelle. Donc, ici, la méthode globale nous donne un écart pour la réceptionniste de 39 sous. Donc, on doit ensuite indiquer à la prochaine étape aux modalités de versement la date du premier versement. Et le versement est dû 90 jours après la date anniversaire à la période où normalement commencerait le nouvel affichage. Donc, ça donne une occasion aux personnes salariées entre l'affichage et le nouvel affichage de poser des questions, de faire des commentaires. Ça donne l'occasion à l'employeur de modifier ses travaux au besoin. Et normalement, l'ajustement au nouvel affichage, il est final. Donc, c'est pour ça qu'il est dû 90 jours après la date anniversaire et non tout de suite au début. Donc, la date du premier versement, donc si notre date anniversaire, c'est le 31 décembre, bien, ça va être le 31 mars, 90 jours plus tard. Et on peut choisir ici si on préfère que les ajustements soient affichés en dollars ou en pourcentage. Donc, avec la loi sur l'équité salariale, ce n'est pas de la transparence salariale. Donc, les salaires finaux ne sont pas affichés dans l'affichage des résultats. Quoique, tu sais, si vous êtes en restauration puis c'est le salaire minimum à pourboire, les gens doivent le savoir déjà. Mais quand même, ça va être seulement le montant ou le pourcentage de l'ajustement qui va être indiqué, soit par exemple 1,50 ou 39 sous dans notre cas, ou 0,8 %. Donc, pour calculer la somme forfaitaire, c'est-à-dire les écarts salariaux qui sont à corriger pour le passé, on n'a pas nécessairement le nom de nos titulaires déjà. Pourquoi? Parce que je vous avais conseillé de ne pas les inscrire parce qu'ils peuvent changer et de toute façon, c'est préférable de les ajouter manuellement. On fait ajouter et on va aller soit les inscrire ou les sélectionner. Donc là, ici, on a juste notre réceptionniste Jessica. On va l'ajouter et on va aller inscrire par la suite, on fait enregistrer, tous les détails sur sa rémunération, c'est-à-dire la date du premier versement, la date du début du premier événement qui a généré un écart, le nombre de versements, parce que la somme forfaitaire, on peut l'étaler. Donc, souvent, les gens qui ont une somme forfaitaire très élevée vont peut-être préférer l'étaler. Si c'est un petit montant, peut-être que les gens vont choisir de la verser tout d'un coup. Donc, on s'en va inscrire la fréquence de la période de paie aux 2 semaines, donc 14 jours, le nombre d'heures par paie. Donc, ils travaillent 40 heures par semaine, donc 80 heures. Et là, ça va créer tout un tableau avec toutes les périodes de paie et on va pouvoir aller manuellement changer les périodes de paie pour lesquelles elle a fait un peu plus d'heures, un peu moins d'heures, parce que c'est toutes les heures qui ont été rémunérées pour une période où un événement a créé un écart qu'on doit venir corriger avec la somme forfaitaire. Donc, ici, on voit le total est à 860 $ en un versement. Avec intérêt, ça fait ça. On a modifié un petit peu, mais je pense qu'on n'a pas modifié le montant total des intérêts. On va le corriger par la suite dans notre webinaire qui est assez nouveau. Donc, ici, on a les écarts salariaux. Il y a un deuxième type d'ajustement salarial à verser qui est l'ajustement salarial au moment du nouvel affichage. Donc, si l'écart salarial est encore présent, on doit le corriger. Et c'est un peu plus simple que la somme forfaitaire. C'est une augmentation du salaire tout simplement de 39 sous de l'heure. Donc, toutes les personnes dans la catégorie d'emploi de réceptionniste vont le recevoir. Ensuite, dans les dernières étapes
de l'évaluation du maintien, procéder à l'affichage des résultats. Donc, on va mettre la date où on compte afficher les résultats. Idéalement, c'est la date anniversaire. Donc là, dans notre exemple, c'est 31 décembre. C'est permis de le faire pas le jour de l'an. On s'imagine que vous ne travaillez pas nécessairement ou qu'on n'a pas la tête à ça si on travaille. Donc, on peut le faire au retour des vacances, une certaine tolérance qui est faite pour ça. Donc, on met le nom de la personne répondante à qui les personnes salariées peuvent aller poser des questions sur les travaux d'équité salariale. Ça peut être vous-même, si c'est vous qui réalisez les travaux. Laissez coordonnées et on vous demande une petite description de votre démarche pour l'évaluation du maintien. Vous écrivez ce que vous pensez bon d'écrire. Donc, voici un peu un exemple d'affichage, à quoi ça ressemble. C'est le document qui va être produit et que vous devez afficher dans des endroits facilement accessibles, facilement visibles. Donc, sur un babillard, vous pouvez l'envoyer par courriel également, ce qui fonctionne le mieux avec votre entreprise. Donc, la solution, on va vous demander si les résultats ont été affichés. Si ont été affichés, vous les avez accrochés sur le babillard, vous pouvez faire oui. Et là, vous êtes en mode nouvel affichage. Vous avez encore accès à toutes les étapes de vos travaux parce que vous avez l'option de les modifier en fonction des commentaires que vous avez reçus. Donc, si quelqu'un vous dit oui, mais vous avez oublié ma catégorie d'emploi, non, j'ai fait moins d'heures que vous avez dit pour cette semaine-là, vous pouvez aller modifier des éléments des travaux en fonction des commentaires reçus. Donc, vous enregistrez vos modifications. Ça se peut aussi que vous n'ayez pas de modifications, que vous n'ayez pas de commentaires du tout. Néanmoins, vous devez quand même faire le nouvel affichage et vous entrez l'information. C'est la même chose que pour l'affichage, très similaire. La date, on vous demande s'il y a eu des modifications, des commentaires, vous répondez. Et là, vous allez pouvoir enregistrer et générer le nouvel affichage des résultats qui doit être affiché lui aussi pendant une période de 60 jours. Et c'est à ça que ça ressemble, le nouvel affichage. Donc, une fois que c'est qui est fait, vous faites confirmer l'affichage et votre évaluation du maintien est complétée. Vous pouvez désormais aller la déclarer dans la DOMES. Il y a un petit sondage d'appréciation. Et voilà. Donc, vos travaux sont complétés. Donc, la conclusion de l'évaluation du maintien, une fois qu'ils sont complétés, vous pouvez toujours aller vous promener et consulter vos travaux. Mais vous ne pouvez pas les modifier nécessairement. Si vous voulez les modifier, vous repartez une évaluation du maintien et vous faites à partir des travaux précédents. Mais normalement, l'affichage fait foi de la réalisation des travaux et c'est quelque chose qui reste stable. On ne peut pas aller replonger dans nos travaux pour le plaisir. Tu sais, l'affichage, ça marque que les travaux sont finaux. C'est ça. Donc, on va parler rapidement des modalités de partage et de collaboration. Donc, ça fonctionne par un système de clés. Donc, vous pouvez, pour envoyer une copie de vos travaux, vous générez une clé ou vous pouvez même en demander une et vous inscrivez la clé et vous avez accès aux travaux. Toutes les parties doivent avoir un compte ClickSecure, cependant. Donc, la personne qui reçoit la clé doit l'insérer dans les travaux à partager. Vous cliquez sur Gestion des travaux et c'est là qu'on y a accès à la fenêtre Partager les travaux. Comment est-ce qu'on fait? Et là, c'est à ça que ça reçoit quand on a reçu une copie. On peut collaborer une fois qu'on a partagé nos travaux, mais on ne peut pas collaborer deux personnes en même temps, comme avec Google Doc, par exemple. C'est une personne à la fois pour modifier les travaux dans la solution. Qu'est-ce qui arrive quand on a des fichiers du logiciel qu'on veut importer? Comment est-ce qu'on fait? Très simple. Il faut ouvrir le logiciel. Le logiciel est hébergé localement. Donc, idéalement, c'est d'avoir l'ordinateur avec lequel on a fait les derniers travaux ou si vous avez été brillant, vous avez fait une copie de sauvegarde de vos travaux. Vous avez peut-être ça sur une clé USB ou dans le cloud à quelque part. Donc, c'est un fichier CES qu'il faut soit générer à partir du logiciel ou, si vous l'avez déjà en tant que copie de sauvegarde, que vous pouvez aller importer directement dans la solution Mon équité salariale. Donc, lorsqu'on ouvre le logiciel, on fait Gestion dossier, exporter, et ça va nous faire un fichier .ces, comme vous voyez à l'écran, et il va être daté du moment où on fait l'exportation. C'est tout.
Et c'est ça que vous allez aller importer dans Mon équité salariale, ce fichier-là. Vous l'enregistrez quelque part et vous l'importez. Si vous êtes bloqué avec le logiciel, vous ne savez plus trop, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous guider aussi, savoir comment retrouver vos travaux. Mais on ne peut pas faire de magie non plus, là. Ils sont généralement hébergés sur l'ordinateur qui avait le logiciel dessus. Donc, si l'ordinateur est brisé, perdu, il va peut-être falloir faire une saisie manuelle des travaux. Ça prend, une fois qu'on les a importés, on fait importer un fichier .ces, ça prend 5 à 30 minutes à peu près. Et là, il va avoir le statut importé. On peut l'ouvrir pour aller voir, mais si on veut les utiliser, il faut créer une nouvelle évaluation du maintien à partir du fichier qu'on a importé. C'est ça que ça ressort. Si vous dites, je peux ouvrir les travaux, mais je ne peux pas modifier, c'est parce que les travaux importés sont toujours en lecture seule. Donc, une petite présentation pour terminer du contenu d'aide. En tout temps, si vous ne savez pas quoi inscrire dans les champs et que vous avez besoin d'aide, vous trouvez toujours un bandeau bleu et c'est ça qu'on nomme le contenu d'aide. Il y a également des boutons. Ça va expliquer ce que ces champs-là veulent dire parce que c'est souvent des références à la loi sur l'équité salariale, des concepts d'évaluation du maintien, des catégories d'emploi, etc. Tu sais, c'est des choses peut-être qu'on oublie entre les 5 ans où on a à faire des travaux d'équité salariale. Donc, les boutons point d'interrogation sont là pour ça. Il y a du contenu d'aide avec des explications un peu plus soutenues. Tu sais, vous voyez la taille de l'entreprise que je vous expliquais au début. Tu sais, c'est la taille, ça l'explique, ou du moment où on est devenu assujetti, qui est calculé sur une année civile, là. On a une zone de questions fréquentes qui s'ouvre dans un nouvel onglet et on en a plusieurs ici. Je vous avais dit qu'à la fin des travaux, il fallait les déclarer, mais on le fait dans la Domesse. Vous pouvez vous abonner à la Domesse dans ClickSecure Entreprise. On y a aussi accès avec ClickSecure Express. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une reddition de compte qui fait état de l'avancement de l'équité salariale dans l'entreprise. Dans les faits, c'est un formulaire électronique à remplir. Donc, vous l'ouvrez. Vous allez venir ajouter l'évaluation du maintien que vous venez de réaliser. La date à déclarer, c'est la date de l'affichage des résultats, la date où vous avez affiché. Et on va considérer vos travaux réalisés. C'est une obligation distincte des travaux d'équité salariale, en ce sens que c'est beaucoup moins long. C'est vraiment aller dire à la CNSST que vous les avez faits. Donc, voici comment ça marche. On clique sur ClickSecure, Express ou Entreprise. On inscrit nos codes et on va sur la Domesse. Ils vont nous demander est-ce que les renseignements sont à jour. On dit non parce qu'on vient de faire une évaluation du maintien et on va aller en rajouter. Donc, on a terminé le webinaire pour aujourd'hui. En résumé, pour conclure, bien, sachez que l'utilisation de Mon équité salariale, c'est volontaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pourriez le faire à côté sur du papier quadrillé, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est l'avantage, c'est que ça permet une démarche qui est encadrée. Donc, on va vous faire passer par toutes les étapes qui sont demandées par la loi sur l'équité salariale. Et ça peut vous aider à avoir de meilleurs travaux d'équité salariale et faciliter les calculs également. Donc, plusieurs avantages. Ça permet aussi de corriger des petites problématiques qu'on avait avec le logiciel, c'est-à-dire la disparition des travaux, les problèmes techniques également. Là, vous êtes soutenus. Vous pouvez collaborer avec d'autres personnes en partageant les travaux et aussi la gestion des événements est grandement facilitée. Donc, je vous encourage à l'utiliser. Et si vous avez des questions, bien, là, vous allez avoir l'occasion de me les poser, mais sachez que vous pouvez nous appeler en tout temps. Donc, ça va nous faire plaisir de vous aider. Il y a un service de première ligne au centre de renseignement, mais en deuxième ligne, vous pourriez tomber sur moi ou ma collègue Claudie qui est au clavardage. On vous aiderait à faire de l'assistance spécialisée. Donc, si votre cas est un petit peu plus complexe, ça nous fait plaisir. Voici des petits liens. Là, vous allez avoir probablement le PowerPoint de la présentation vers les autres formations qui sont disponibles pour vous aider. Celle-ci, elle était très
concrètes, mais sur le logiciel, mais sachez qu'on en a d'autres plus sur le comment faire des travaux d'équité salariale, c'est quoi les règles à suivre, etc., les bonnes pratiques, comment évaluer des emplois aussi. C'est des formations très intéressantes. Donc, on va y aller avec la période de questions. Je vais voir si j'en ai. S'il n'y en a pas, n'hésitez pas à en proposer, ça va me faire plaisir. Donc, première question de Polly de KLB Service comptable. Les pourboires sont étroitement liés à la qualité du service. Comment cela peut-il faire partie de la rémunération pour l'équité salariale? C'est sûr qu'ils sont étroitement liés à la qualité du service. Ça fait partie, dans la loi, le mentionne, des formes de rémunération, surtout pour les salariés, pas exclusivement, là, les salariés à pourboire comme dans la rémunération. Ils reçoivent, ces salariés-là, un salaire qui est salaire minimum à pourboire, donc il prévoit qu'il y ait du pourboire de verser. Si on veut aller plus loin dans votre question, c'est-à-dire, on peut avoir des personnes qui donnent un service exceptionnel, qui ont toujours beaucoup plus de pourboire que les autres. On a ça dans les commissions aussi. Des fois, il y a des gens qui sont des très bons vendeurs. Ce qu'on veut mettre en équité salariale, c'est un pourboire normal auquel on pourrait s'attendre pour une performance normale de qualité. Comment est-ce qu'on juste pour la réalisation de son travail. Donc, il y a des façons de calculer si on a des cas plus difficiles comme ça, des gens qui sont très nouveaux, qui ont très peu de pourboire, des gens qui sont ou de commission très bons. Donc, on recommande de faire une moyenne. Et si on a des gens qui sont des stars, on peut même les enlever, ou des gens qui sont débutants, qui n'ont pas beaucoup de pourboire ou qui donnent un très mauvais service, c'est d'enlever les valeurs extrêmes pour faire vraiment une moyenne représentative et aussi représentative par rapport aux périodes de l'année. Parce que l'été, par exemple, ça se peut qu'il y ait plus de pourboire, plus de gens, l'hiver un petit peu moins, le printemps aussi. Donc, vraiment d'aller chercher un montant qui est représentatif. Est-ce que ce sont, une autre question de Anne-Marie Béliveau, les mêmes sous-facteurs que dans le progiciel? Oui, c'est les mêmes sous-facteurs que dans le progiciel. C'est la même méthode. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir. Je vais rester encore une petite minute. S'il y a des questions qui vous viennent, vous nous appellerez. Ça va nous faire plaisir. Que des fois, les questions qu'on a, une fréquence, c'est est-ce qu'il faut verser des sommes forfaitaires à des personnes salariées qui ne sont plus dans l'entreprise? Donc, par exemple, on avait un écart pour la catégorie d'emploi réceptionniste. On a eu 6 réceptionnistes dans les 5 dernières années. Oui, s'il y a une personne qui n'est plus à l'emploi et qui était dans la catégorie d'emploi de réceptionniste, puis il y avait un écart pour le temps où elle était là, on doit lui verser une somme forfaitaire, on doit prendre des mesures raisonnables pour la retrouver et lui verser. Et autre question qu'on a souvent, c'est la somme forfaitaire, est-ce que c'est considéré comme du salaire? Oui, au moment de son versement. Donc, c'est à déclarer à l'impôt. Bien, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre intérêt pour l'équité salariale aussi. Ça va nous faire plaisir de vous aider si vous nous appelez. Donc, merci à Mme Lalancette, merci à Mme Pelletier aussi pour la modération, là. Donc, je vous rappelle que vous recevrez un courriel avec le lien pour l'enregistrement du webinaire, le PDF de la présentation, ainsi qu'un lien pour le sondage d'appréciation. Merci de répondre le plus rapidement possible. C'est toujours apprécié. Donc, pour ceux qui auraient des questions, Mme Lalancette le dit, n'hésitez pas à contacter directement la CNESST. Ils sont capables de vous donner des très bonnes explications, vous aider dans tout le processus, dans l'exercice de maintien de l'équité. Donc, n'hésitez surtout pas à les appeler. C'est une ressource importante qui est là pour vous. Donc, merci de nouveau à la Fédération des producteurs d'œuvres du Québec, présentateur officiel des webinaires de l'ARQ, ainsi qu'à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous souhaite, une excellente fin de journée. Merci beaucoup à tous.
Merci, Dominique.